Et j'ai vu comment c'est fait. Il y a vraiment un lien étroit entre vous et, je dirais, la nature. Ouais, d'où mon amour de l'Abitibi. Ah oui. Je dirais presque une espèce d'addiction, quoi, de dépendance. Mhm. J'y vais tous les mois, je retrouve quelque chose, parce que l'Abitibi est un territoire qui a quand même une particularité, c'est que c'est un jeune territoire. C'est quelque chose qui est en permanence à la fois sur sa naissance et sur sa survie. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être un territoire qui est beaucoup plus moderne qu'on ne le pense, au sens où même les territoires les plus ancrés historiquement actuellement se posent le problème de savoir comment ils vont survivre et de quelle façon ils vont survivre. Donc je trouve qu'il y a en Abitibi quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la naissance, mais aussi de l'ordre du futur. Des sociétés modernes, quoi. J'écoutais Lévi-Strauss hier qui parlait des nouvelles différences qui allaient se constituer, et je pense que ça, c'en est une. Les sociétés auront à penser leur avenir. Oui. Il y a une image qui me vient, on parle de l'Amazone comme étant le poumon de la planète. Peut-être que l'Abitibi, c'est le poumon du Québec. C'est en tout cas sans doute une source d'énergie, puisqu'il y a beaucoup de gens comme Lise Bissonnette, comme Richard Desjardins. Oui. Il y a beaucoup de créateurs qui viennent d'Abitibi. Lise Bissonnette qui a été responsable de la Grande Bibliothèque. C'est ça, qui l'a créé. Qui l'a créé, en quelque sorte, oui. Alors, donc, Dr. Leccia, vous, en ce moment, est-ce que c'est vrai que vous êtes professeur à McGill? Oui, c'est vrai, je l'ai fait confirmer il y a quelques semaines, justement, dans le souci de ne pas usurper un titre. Donc vous êtes professeur à McGill et vous enseignez quoi? Non, j'enseigne très peu. Moi, je fais des recherches. Je suis quand même quelqu'un de très... finalement de très solitaire dans ce que je peux faire. Enfin, je travaille toujours avec des groupes de gens, mais pas forcément des groupes universitaires. Bon. Enfin, votre accent et votre histoire nous le dit que vous êtes originaire de France, de la France? Corse. De Corse? Ah, de Corse. Alors donc, oui, de Corse. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé ici au Québec? C'est grâce à l'Abitibi aussi. Donc, j'ai une dette aussi à l'égard de l'Abitibi, puisqu'il n'y avait pas de psychiatre en Abitibi. Et on a donc, puisque maintenant je peux dire que je suis à l'intérieur, importé une dizaine de psychiatres dont je faisais partie. Et j'ai eu la chance d'exercer à Rouyn-Noranda, donc à ce moment-là. Mais vous demeurez là présentement ici au Québec ou vous avez Oui, toujours... bien sûr. Non, je demeure à Montréal. À Montréal, bon. Bien sûr. Alors, Suzanne, je ne sais pas si vous avez des questions en guise d'introduction. C'est pourquoi je souhaitais que Jean-Dominique vienne nous parler. C'était pour parler du problème de France Télécom. Oui. Des 24 suicides de France Télécom. Et j'ai vu un de ces articles, quelqu'un m'a fait parvenir, puis je me dis, c'est Jean-Dominique, alors je connais cet homme, et j'aimais aborder, et je pensais aborder avec lui, comment se fait-il justement que à un tel endroit, est-ce qu'il y a vraiment un lien direct entre le travail et les conditions de changement du travail et les gestes désespérés des hommes, parce que la majorité sont des hommes qui ont fait suicide. Et alors, il y avait deux volets. Il y avait le volet conditions de travail, le milieu, et le volet les hommes sont plus vulnérables au changement des conditions. Alors, je trouvais que c'était fort intéressant d'avoir ces réflexions et qui ont été reprises en deux journaux, dont France Sud-Ouest. Sud-Ouest. Oui. Et puis dans le Journal international de médecine aussi. Oui. Et puis sur ça est venue Viviane Covès, qui a travaillé ici longtemps sur l'épidémiologie et la recherche, et qui est un des chercheurs à l'origine du plan d'action en santé mentale. Et qui a donné une entrevue par rapport au suicide de France Télécom et qui apportait toutes les statistiques
sur devons-nous y voir un phénomène particulier dans ces suicides ou est-ce la manifestation normale de la maladie? Et puis, elle avait tendance à relativiser un peu la chose. Elle donnait son côté épidémiologiste et puis ça faisait relativer parce qu'on est toujours surpris de voir arriver quelqu'un nous dire, mais c'est presque normal que tant de gens se tuent. Et puis d'un autre côté, même avec les statistiques, c'était pas normal qu'il y ait tant de gens qui se tuent. Alors, c'est pour ça que Jean-Dominique m'a fait parvenir l'article de Viviane Covès. Et puis, ça permettra d'éclairer les auditeurs, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, comment aborder d'abord ces données statistiques et ces données environnementales ou de milieu ou d'espace, comme Jean-Dominique... Et aussi la dimension sexuelle, c'est-à-dire que là, on parle surtout de la fragilité masculine. C'est ça. Oui. Ben, d'abord, peut-être rappeler, effectivement, quand même qu'il y a une statistique qui est globale et qui est minimale, qui a été établie par l'OMS, qui fait qu'il y a quand même pour 4 suicides, il y a 3 suicides d'hommes. Oui, c'est ça. Et c'est minimal parce que ça peut passer à des taux bien supérieurs de 9 suicides pour 10, par exemple, dans certaines régions de Russie. Donc, ce phénomène se retrouve en France, se retrouve au Québec, naturellement. Et d'autre part, c'est un phénomène suffisamment grave si on considère qu'actuellement, au Québec, par exemple, le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes hommes et qui, naturellement, il les touche aussi à l'automne de leur vie. Donc, le suicide est très, très, très présent en fait, il y a un article ici que vous avez écrit, que j'ai relevé. France Télécom, une affaire d'homme. Et puis, vous parlez justement de cette vague de 24 suicides et que ça se passe quand même dans un environnement où il y a 37% du personnel féminin, qui est féminin. Oui, c'est-à-dire que ça veut dire vraiment qu'il y a une prévalence masculine par rapport à ce type de suicide. Alors, vous posiez, Suzanne Lamarre posait la question de savoir... est-ce qu'on peut considérer que des facteurs environnementaux sont engagés dans ces suicides? Alors là, juste pour faire une digression, et puis on reviendra sur le problème du monde du travail, par exemple, les suicides dans les prisons touchent les jeunes hommes et les petites peines. C'est-à-dire, c'est la déstabilisation du mode de vie tout d'un coup, la perte de la dignité, etc., qui fait que c'est pas la longueur de la peine, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui fait qu'il y a suicide. Ça, c'est un bon point, ça, oui. C'est important. Et vous savez qu'il y a une étude aussi, alors qui est par rapport à l'environnement, qui est encore plus éloquente. C'est une étude qui a été faite à Montréal sur le suicide des jeunes et qui détermine que les quartiers pauvres, certains quartiers, ont un risque de suicide 4 fois plus élevé qu'un quartier stable. Donc, et ça, c'est une statistique, naturellement, qu'on va retrouver sous des formes diverses dans toutes les métropoles mondialisées. Puis parmi les jeunes itinérants. Et alors, parmi les jeunes itinérants, naturellement, le risque est 8 fois supérieur à la normale. Et notamment ceux qui n'ont pas eu de stabilité au départ dans la vie, c'est-à-dire qui ont été de famille d'accueil en famille d'accueil, c'est-à-dire sans réellement pouvoir se faire un minimum de racines leur permettant de résister quand ils sont dans la tourmente, finalement, la tourmente de l'itinérance, qui est une véritable tourmente. Ça me fait penser à une image, quand je regardais les films américains, western, il y avait cette herbe qui roulait dans le désert et puis qu'on appelle en anglais de tumbleweed. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est un peu le phénomène tumbleweed. Ils sont poussés par le vent. S'il y a un arrêt dans le vent et qu'il y a un petit peu de pluie, ils vont avoir quelques racines, mais aussitôt que c'est sèche, eh bien, ça repart. C'est ça. Il y a pas de... Ces gens-là ne sont pas irrigués, ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas ancrés. Ils ne sont pas ancrés, c'est ça. Il y a un problème d'ancrage, mais territorial, quoi. Et finalement, se faire sa petite bulle, c'est de faire sa petite bulle tranquillement en grandissant, c'est cette bulle qui leur manque. Et curieusement, c'est les plus exposés. Ils se retrouvent les plus exposés, parce que quand même, l'itinérance, c'est une exposition qui est très difficile. Non.